Birdman, la surprenante vertu de l'ignorance, mérite assez mal son sous-titre, car gare à celui qui irait le voir en pensant voir Michael Keaton parler de son passé en tant que Batman, et se serait fié au trailer pour se faire une idée du film. Parce que c'est pas vraiment ça. Birdman est le dernier film de Alejandro González Iñárritu, si pardon, un réalisateur avec lequel j'ai pas mal de mal, enfin j'ai beaucoup de mal, parce que ça n'a pas de sens, pas mal de mal. Je déteste 21 grammes, j'ai pas du tout aimé Abel, Amour chienne, j'ai pas du tout essayé vu que c'est le même concept, et Beautiful, je dois avouer que j'ai pas osé tester. Pour le coup, Birdman a ce symbole de cinéma mainstream utilisé à l'intérieur, puisque toute l'idée est de jouer sur la projection entre le personnage du film et Michael Keaton, acteur jouant le personnage du film et ayant incarné Batman plus tôt. Mais tout de même, pour qu'un mec vienne me voir à la fin de la séance, ne me connaissant pas sur internet, je dois quand même avoir une gueule de critique, en me disant « Vous avez pensé quoi du film ?» Je sais pas, c'était pas mal quand même, c'était bien, c'était un peu long vers la fin quand même. C'était long pendant tout le film, non? Oui, peut-être un petit peu. Le gros problème, c'est si vous allez voir le film en ayant vu que la bande-annonce, qui se concentre sur les 2 minutes pendant lesquelles le personnage se refait un fantasme à Birdman et s'imagine dans la rue avec des trucs qui tirent partout, des explosions, etc., etc. Ce qui constitue, pour le coup, vraiment 2 minutes du film sur les 2 heures au total. Donc forcément, vous devez avoir un petit choc quand vous allez le voir. Les personnages sont incarnés par Michael Keaton, Naomi Watts, encore une fois extrêmement doué, Edward Norton, complètement barré dans son trip d'acteur new-yorkais, Zach Galifianakis, qui est très très drôle également, et Emma Stone, qui encore une fois me subjugue. Cette actrice est vraiment l'actrice la plus douée de sa génération, je ne vois personne d'aussi doué qu'elle, vraiment. À chaque film elle se réinvente, à chaque film elle a un truc complètement différent, même au niveau du look, là, elle a un look d'ancienne. C'est le personnage de la fille, donc du personnage principal, Regan. Le personnage principal s'appelle Regan, elle s'appelle pas Regan, qui sort de désintox et qui donc du coup doit avoir un petit peu une tête de camé, et elle a même les cheveux à moitié pailleux, qui ressemblent un peu à de la paille. Elle fait vraiment maigre, elle a vraiment bossé son truc à fond, et ça rend très très bien. Donc, l'intrigue. Regan, ancien acteur hollywoodien, ayant eu ses heures de gloire il y a 20 ans en jouant Birdman, un super-héros de comics, dans 3 films, dans l'histoire du film dans le film, a depuis complètement disparu des écrans, ce qui était un peu le cas de Michael Keaton également, et essaye du coup de se faire un retour sur le devant de la scène, au sens propre, puisqu'il revient sur les planches, au théâtre, à Broadway, en essayant d'adapter une pièce, alors je ne sais plus du tout qui est l'auteur, mais qui s'appelle What We Talk About When We Talk About Love, qui s'appelle Parlez-moi d'amour en français, qu'il essaye donc de réadapter, qu'il a mis en scène, qu'il a adapté, qu'il a mis en scène, dans laquelle il joue également, et il essaye vraiment de faire son comeback en prouvant que c'est un artiste et que c'est un mec extrêmement doué. Sauf que dans sa tête, il y a le petit Birdman d'il y a 20 ans qui est toujours depuis 20 ans en train de lui dire « Mais putain, faut qu'on fasse une suite, faut qu'on fasse un truc, on va faire 1 million d'entrées, on va avoir plein de nanas aux pieds, ça va être génial, putain, bouge ton cul et tout », en lui faisant sa voix que « Je suis Birdman ». C'est plus encore que Batman, hein. Ils font une belle parodie de la performance de Christian Bale, mais c'est plus grave encore que Batman, parce que là, ils mettent vraiment un truc jusqu'au fond, ils mettent une voix très caverneuse, un effet au-dessus. Bref. Le film se concentre donc sur la vie d'acteurs new-yorkais et sur leur peur intérieure, leurs troubles. Est-ce que ma pièce est-ce que l'intention que je mets dans ma pièce est vraiment dedans? Est-ce que je suis vraiment si doué que ça? Est-ce que ça vaut quelque chose que je suis en train de faire? Est-ce que les gens vont bien le recevoir? Est-ce que même moi j'aime bien ce que je fais? Est-ce que j'aime bien mon truc? Toutes les interrogations d'artistes, le truc que je me suis posé, bon, artiste, on va peut-être voir, mais les trucs que je me suis posé pendant 3 semaines en bossant sur ma dernière vidéo, parce que quand on bosse autant, on se dit putain, j'espère vraiment que je bosse pour de bon, parce que sinon ça vraiment vaut le coup. Du coup, je me suis donc pas mal projeté sur le personnage, ce qui peut arriver à n'importe qui, puisque en vérité, le problème c'est pas vraiment que le personnage soit un acteur, c'est le désir d'amour, le désir d'être aimé, le désir mais par tout le monde, par son ex-femme, par sa fille, par ses collègues, par la presse, par le milieu, par tout le monde. Il a un désir de reconnaissance et d'amour, et il le dit très explicitement. Je veux dire, du coup, il y a énormément de projections entre ce qui se passe dans sa vraie vie et ce qui se passe dans la pièce. Il y a pas mal de moments où il arrive dans la pièce et où il dit « Mais pourquoi est-ce que je suis obligé de forcer les gens à m'aimer? Pourquoi est-ce que personne ne m'aime tel quel? Pourquoi est-ce que je suis toujours obligé de faire des efforts? Pourquoi est-ce que machin ?»
Voilà, c'est un truc qui est assez universel tout de même et qui est vraiment intéressant à suivre. Là où le film peut être un peu costaud, un peu particulier à gérer, surtout pour alors je vais dire un grand public néophyte, on va dire du style film d'auteur et de ce registre de film, qui en fait est un film d'auteur reprenant un concept de grand public et de blockbuster qui n'appartient pas à son registre à lui, mais qui l'utilise du coup pour dire quelque chose avec son registre à lui. Il prend le grand public pour dire quelque chose avec un truc d'auteur. Et la forme du film peut être très compliquée à tenir, puisque c'est un énorme plan séquence, artificiel, mais un énorme plan séquence de 2 heures. C'est-à-dire que le film va commencer directement avec Michael Keaton en pleine lévitation, Reagan donc dans le film, en pleine lévitation, en train de faire son yoga devant la fenêtre, et à partir de là, la caméra ne se coupera jamais. Elle va partir dans tous les sens, va y avoir des effets spéciaux, va y avoir des transitions en passant au noir, des transitions par les murs, des transitions par effets spéciaux, va y avoir des accélérés, va y avoir des transitions temporelles. Le film ne va pas marquer en lui-même, physiquement, le saut d'un moment à un autre. Les ellipses ne sont pas montrées. C'est-à-dire que on va avoir un personnage qui part à un moment d'un décor, qui va avancer, à un moment la caméra va le perdre, on va peut-être aller ailleurs, et quand on va arriver ailleurs, il aura des habits différents, on sera 2 jours plus tard, et on sera en train de répéter la première générale je crois que c'est 2 choses différentes, la première et la générale. Pour le coup, le théâtre, je m'y connais pas du tout. Et du coup, on sentira pas vraiment les transitions, et c'est en ça que le film peut être compliqué à gérer. Déjà, le plan séquence est fait pour inscrire déjà bon, pour reprendre le procédé théâtral, l'idée c'est que le théâtre c'est un plan séquence en caméra fixe. Là pour le coup c'est du cinéma, donc on fait bouger la caméra, on met des effets spéciaux en plus, etc. Mais ça reprend du coup le principe du théâtre. Mais du coup c'est aussi le genre dans lequel on ressent le plus le temps. Enfin la figure de style avec laquelle on ressent le plus le temps. Forcément quand on fait un plan séquence, comme ça ne s'arrête jamais, on ne peut que voir le temps avancer et pas on n'a pas de pause, on n'a pas d'accéléré, on n'a pas de changement. Encore que il y en a dans le film. Mais ce que je veux dire, c'est au niveau de la scène, la progression de la scène elle-même, il n'y a pas de temps de pause marqué ou de choses dans ce genre-là. Donc effectivement, au niveau de la forme, ça peut déstabiliser. Moi, je comprends le mec qui est venu me voir à la fin en me disant c'était un peu long quand même, parce que le plan séquence marque le temps. C'est le principe du plan séquence. C'est aussi utilisé pour montrer comment dire, ce que le personnage vit, c'est-à-dire l'accumulation, le fait que tout arrive en même temps, les choses qui s'enchaînent. Il y a tout un passage où le personnage se fait enfermer dehors dans la rue alors qu'il était sorti fumer une clope et doit donc, comme la porte est fermée complètement, c'est la porte des backstage, donc elle est fermée automatiquement, passer par la rue principale, si tu veux dire arriver en plein Times Square, en plein New York, alors qu'il est pas en costume, c'est-à-dire qu'il est en slip. Et du coup, le fait d'être en plan séquence, on vit les 2, 3, 4 minutes de traversée de la foule en slip, et on sent à quel point c'est horrible, on se dit mais putain mais j'aimerais tellement accélérer, j'aimerais tellement passer plus loin, on voudrait qu'il y ait un cut, on voudrait qu'il rentre déjà dans le théâtre. Non, on va se taper toute la marche de la honte partout dans Times Square en slip, et c'est vraiment en ça que le procédé est intéressant, que le procédé est utilisé. Le travail du temps donc permet de comprendre l'état d'esprit de l'acteur, parce que le personnage en lui-même va pas arrêter de changer d'état d'esprit, de changer d'humeur. Il va être euphorique à un moment, il va être dépressif à un autre, il va être agressif, il va être tout câlin, il va être... Vraiment, il passe par plein d'étapes différentes et elles sont justifiées par le temps, par le fait qu'on voit tout ce qui lui arrive dans la gueule, on voit ce qui s'enchaîne, on voit ce qui arrive avant, on voit ce qui arrive après. La progression du personnage en temps réel. Et donc on comprend comment il passe d'un état à l'autre. C'est d'ailleurs ce qui avait attiré Michael Keaton dans le personnage, c'était le fait qu'il soit aussi versatile dans sa façon de penser. Donc il y a quelque chose de très intéressant, mais foncièrement rebutant et repoussant pour un grand public pas très très habitué à ce genre de figure de style, et s'attendant à voir un film qui parle de Batman. Parce que tout étant fait sur la projection entre Keaton et Batman, et Reagan et Birdman dans le film, je pense que beaucoup s'attendaient à voir un truc avec plein de scènes à effets spéciaux un peu ouf, avec des moments où le mec allait s'imaginer faire des choses un peu incroyables et extraordinaires. Ce qui est pas vraiment le cas, ça arrive de temps en temps, parce que le film justement se permet beaucoup d'audace, il y a des effets spéciaux et des machins, ça a dû être un calvaire à tourner, mais un truc monstrueux. Je voyais les plans, je me disais, oh, mon Dieu, le bordel, les murs qui devaient partir, le post-traitement numérique à tous les coups, parce qu'avec tous les miroirs qu'il y a dans le truc, c'est obligatoire qu'il y ait un post-traitement numérique pour retirer l'acteur, parce que
On peut pas tout tourner en plan séquence et en plus réussir à ne pas rentrer dans le reflet du miroir qui est juste derrière. Donc c'est très très laborieux et mais c'est donc à ça que sert cette forme. C'est à sentir le temps, pas à rebuter le spectateur. Mais ça peut arriver, ça peut être une des conséquences. Le truc c'est que le film du coup va très très loin dans ce procédé, dans cette figure de style, parce qu'il s'autorise des accélérés à certains moments pour faire passer des ellipses. Il va s'autoriser même des transitions par écran, ce qui est très très... faut y aller quoi. L'idée c'est que le personnage regarde une vidéo en temps réel, la caméra s'approche de la vidéo et ressort par un autre écran que l'écran par lequel il regardait. Il regardait sur son téléphone par exemple, et là ensuite la caméra ressort par la télé et on arrive dans un autre décor, etc. Donc des choses assez déstabilisantes parfois. Le plus déstabilisant étant sans doute le fait qu'à plusieurs reprises, le batteur extrêmement connu qui fait la musique du film, qui a composé plusieurs morceaux complètement en live et en improvisation, est visible à l'écran. Il y a plusieurs passages comme ça où la caméra va se tourner et d'un seul coup on va voir un mec qui est en train de faire de la batterie comme ça en plein milieu de la rue, puis ensuite on va continuer, c'est normal. Donc le film va très très loin dans son contrat cinématographique, dans sa suspension de la non-croyance, et dans ce qu'il faut accepter, sachant que ça fait 2 heures et qu'à la base les gens pensaient voir un film où il y aurait un peu d'action et en tout cas du montage qui par d'office rythme le film, doivent du coup effectivement être un petit peu décontenancés face à ce genre de choses, et je comprends tout à fait qu'on puisse avoir un peu de mal. Je trouve que c'est le problème des films qui sont bizarrement vendus. Enfin, c'est l'idée d'attirer le plus possible de gens au monde, peu importe si on leur ment, mais qui fait que du coup on impose une grille de lecture au film qui est pas la bonne, et on trompe le public tout bêtement parce qu'il s'attend à voir quelque chose et il voit autre chose, donc il est forcément déjà déçu de base. On n'est jamais à l'abri que le spectateur soit transcendé par ce qu'il voit, que ce soit la première fois qu'il voit ça de sa vie, que ça le marque et que d'un seul coup il se mette à adorer les films d'horreur et qu'il regarde tous les films de Iñárritu. Mais quand même, c'est un gros pari, c'est un bon plan sur la comète. Moi, je baserai pas ma stratégie de communication là-dessus. Toujours est-il que du coup, le résultat est vraiment extrêmement bon. J'ai beaucoup aimé le truc. La performance est vraiment saisissante, la performance technique. Au-delà même de la performance des acteurs, qui sont eux-mêmes tous extrêmement doués. En plus, c'est que des acteurs que j'adore. Naomi Watts, j'avais été chamboulé par elle dans Mulholland Drive. Edward Norton un peu moins d'ailleurs. C'est vraiment le genre de mec où je crois qu'il a jamais fait un film que j'aimais vraiment. Donc vraiment quoi. Enfin un truc que j'aimais vraiment bien. Donc je suis pas toujours très heureux de le voir. Puis ses performances m'attirent pas toujours. Toujours est-il que là-dedans, elle est vraiment très très bonne parce que dans le trip de l'acteur. Barré dans son trip d'acteur, je mens partout sauf sur scène et je suis machin, et ça marche très très bien. Zach Galifianakis dans un rôle assez sérieux et qui du coup est quand même hilarant parce qu'il joue le rôle du producteur qui du coup s'énerve régulièrement et c'est assez drôle à voir. Donc vraiment que des acteurs intéressants et surtout une très belle retranscription du milieu artistique, j'allais dire audiovisuel, mais là pour le coup on est dans le théâtre, donc il y a bon, c'est audio et visuel, mais c'est pas enregistré, donc sur le principe, c'est pas un art audiovisuel. Toujours est-il, ça passe pas par une caméra, c'est ce que je veux dire. Toujours est-il que on traite du coup du backstage, de ce qui se passe dans les coulisses, des relations entre les acteurs, des relations très bizarres. D'ailleurs, Norton et Watts, je crois, ont dit que le film, ils étaient surpris à quel point le film retranscrivait bien l'esprit qui règne dans les théâtres new-yorkais et à Broadway. Entre les gens, entre les acteurs et entre les responsables de la mise en scène et du décor et des choses dans ce genre-là. Donc vous avez aussi un bel aperçu des coulisses du monde du spectacle, ce qui est assez intéressant parce qu'effectivement ça marche plutôt bien, il y a pas mal de scènes qui marchent très très bien. Moi j'ai été vraiment surpris parce que pour tous les problèmes que peuvent poser le plan séquence, l'absence de montage, etc., je trouve vraiment qu'il y a aucune scène qui traîne. À chaque fois c'est assez juste. Ça passe, y a rien qui est dit en trop ou y a rien qui manque. La scène comporte ce qu'elle doit comporter et ensuite hop on enchaîne, on avance et on continue à avancer dans cette avancée constante qui donne un côté, enfin une impression de chute en avant perpétuelle, ce qui est un peu l'idée du personnage. Donc vraiment un concept assez intéressant et qui m'a plutôt bien marqué. Je noterai aussi le regard caméra de Birdman à un moment où il parle de ce que le personnage de Reagan, mais du coup les spectateurs aussi attendent d'un film blockbuster, et à un moment où il fait un énorme regard caméra, il fait « vous voulez du sang, de l'action, des machins », il regarde bien en face. Donc il y a là aussi un contrat qui est assez intéressant.
Et pour finir sur la difficulté du tournage, pour rajouter encore au bordel que devait être l'organisation de ce truc, le mec a tourné en ordre chronologique. Donc vraiment, je crois que la prochaine étape, c'est de se faire accrocher, je sais pas, avec des menottes en dessous d'un nid d'abeilles et de se faire étaler du miel ou un truc en dessous, quoi. C'est masochiste à ce point-là, faut le vouloir. Donc, agréablement surpris. Moi qui ai du mal à aller vers Iñárritu, là pour le coup, je suis vraiment rentré très facilement dans le film et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu. Je suis pas subjugué, c'est pas un grand... Ça fait pas partie de mes grands films, et c'est pas un truc que je reverrai trop souvent non plus. Bon, déjà, il fait 2 heures, et puis c'est pas... Ça motive pas forcément quand on a envie de rentrer dans ce milieu-là. Pas toujours, mais voilà, c'est vrai que le pari est très très bien réussi, et j'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup ce qui est dit sur le public, sur le personnage, sur la quête d'amour des artistes et des auteurs. Voilà, c'est effectivement une belle réussite. Je sais pas si ça méritait d'avoir un Oscar non plus, sans doute pour certaines performances d'acteurs en tout cas. Oh, quand même, le défi technique de réalisation est assez élevé. Et comme évidemment le film part du milieu de l'art, ils ont adoré. Donc oui, si quand même, il y a un gros truc. Donc oui, au moins meilleur réalisateur ou... C'est ce qu'il a eu d'ailleurs, meilleur réalisateur. Bon bah écoutez, c'est mérité. Comment galérer pour arriver à une conclusion de base. Écoutez, prenez soin de vous. Allez voir des films, moi je vous recommande Birdman. Ciao!